Salut à tous, ici Dorado, accompagné de Rémi pour cette émission, cette série Time Out, qu'on a eu ensemble l'idée pour ce confinement. Petite série pour essayer de vous faire progresser dans les paris sportifs. Comment vas-tu, Rémi? Parfaitement bien, écoute, en bonne compagnie, et puis on espère que cette nouvelle série va vous apporter des éléments que vous allez pouvoir prendre en compte après dans vos futurs paris sportifs, que ce soit pour vos paris sportifs, donc basket. Yes. Donc ça sera les vidéos que vous allez retrouver sur la chaîne de Dorado, et les éléments donc tennistiques, ça c'est les éléments, les éléments que vous allez retrouver sur ma chaîne. Et puis voilà, on va essayer d'amener un aspect un peu pédagogique pour vous expliquer en gros, voilà les éléments techniques, tactiques à prendre en compte en fonction des deux marchés. Et puis voilà, on va faire un peu de débat aussi quelquefois sur certaines vidéos. Et puis on va essayer de vous faire découvrir la NBA pour Dorado et le tennis de mon côté, de façon à ce que ça soit vraiment bien clair pour vous et que vous ayez plein d'éléments. Voilà, Et puis voilà, je pense que ça va être plutôt intéressant pour vous. Puis voilà, en commentaire, n'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos que vous voulez qu'on traite. On en a pas mal, déjà on a une belle liste, mais ouais, vous si nous le dites, vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas. En commentaire, et puis si vous kiffez l'idée, gros pouce bleu, et dans la description vous aurez nos chaînes respectives. Aujourd'hui, on va voir comment connaître la motivation d'un joueur sur un match NBA, notamment pour l'analyse player performance, mais pas que, puisque ça peut être aussi important, connaître la motivation de la star quand tu vas parier l'équipe qui va gagner. C'est ça. Donc, je sais que toi, tu suis un petit peu la NBA aussi. Donc, il y a le cas classique du Madison Square Garden, où généralement, les gros joueurs, une fois que ça arrive à New York pour jouer au Madison, ils sont plutôt chauds patates. Notamment qu'il y a les bureaux NBA qui sont là-bas. Il y a souvent des gens de la ligue qui sont dans la salle pour... Puis même temps, cartonner à New York au vu du monde entier, c'est toujours impactant, quoi, de toute façon. Généralement, ouais, c'est des matchs en antenne nationale, donc forcément, tu as toujours cet impact-là. Déjà, on en parlera dans une autre vidéo d'ailleurs, de quel impact ça a pour les joueurs de passer en diffusion, on va dire classique, à une diffusion en antenne nationale. Mais forcément, tu vas au Madison Square Garden, tu es généralement en antenne nationale. Bah ouais, t'as envie de te défoncer, et donc tu feras plus que ta moyenne, on va dire, de points ou de rebonds ou autre, en fonction du style de joueur que t'es. Et donc pour l'analyse des player performance, là vous pouvez vous dire, ok, il y a moyen que le mec passe l'over. Clairement. Et puis, pour connaître la motivation des équipes, des joueurs, globalement, c'est aussi regarder le calendrier. Le calendrier est très important d'un point de vue potentiel fatigue mentale, physique, notamment avec les road trips. Vous avez aussi le calendrier à regarder pour regarder s'il n'y a pas ils vont jouer peut-être une ancienne équipe, ou est-ce qu'ils se sont fait éclater au dernier match, ou est-ce que ce joueur-là s'est fait éteindre par Kawhi Leonard, là il se rejoue, il va avoir envie de briller, etc. On se souvient de la fois où Joel Embiid avait mis 0 points contre Toronto, le match d'après, si je me trompe pas, il avait un peu tout défoncé. Vous avez aussi les différents road trips, généralement c'est une série de matchs de 6 matchs, 7 matchs à l'extérieur de suite, 5 matchs. Ouais, c'est ça, ouais. Et voilà, à un moment, alors au début ça peut créer une cohésion, etc. Et puis à un moment, au fur et à mesure, ça crée de la fatigue mentale. Ils en ont un peu marre, et peuvent avoir une petite baisse de motivation. Faut pas oublier que les joueurs, c'est un peu comme nous. On a des fois la flemme. Tout simplement. On a la flemme des fois, et des fois, surtout les joueurs, quand c'est une activité sportive, et je pense que c'est très bien quand vous faites du sport régulièrement, à un moment vous avez mal, vous avez des courbatures, même si eux ils ont un processus c'est des Formule 1, ils ont tous les processus de récupération derrière, ils vont dans la glace et tout, etc. Mais je pense quand même que les courbatures existent un minimum, et ils ont des kinés, des massages, etc. Mais je pense qu'à un moment le corps dit je vais me relâcher, quoi. Et il y a des spots en fait à certains moments, notamment les road trips, où les joueurs vont choisir un petit peu leur match, où il va y avoir une baisse de mental, ils seront loin de leur famille,
Ils auront envie de rentrer chez eux. Vous avez aussi la possibilité de regarder le calendrier dans le sens où bah ouais, quand vous allez jouer notre équipe, les fameux Pistons, hein, qui sont dans notre division d'ailleurs, hein, C'est vrai. qui sont dans notre division, parce que tu as le pull de Milwaukee, c'est ça? Et moi J'ai le maillot petit des pull Cavs. des Bucks. Voilà, donc quand vous allez jouer à Détroit et qu'après vous allez jouer à Milwaukee, parce que généralement c'est un peu ça le calendrier, vous êtes plus motivé de jouer les Bucks après, hein, et vous dites bon on va lâcher du lest hein, contre Détroit et on va plus se motiver pour comment ça s'appelle les Bucks quoi, tout simplement. C'est ça. Forcément, il y a le calendrier qui est hyper important et puis il y a aussi les trades. Les trades qu'il y a pu avoir auparavant, là par exemple je prends par rapport à cette saison Russell Westbrook qui est un des meilleurs joueurs de KC par le passé, KC qui a changé de nom et tout, hein, qui était Seattle, enfin bref. Donc là cette année il jouait à Houston. Et on pouvait s'imaginer que Russell voulait faire un bon match contre son ancienne équipe. En plus, bon, il y a eu une superbe introduction quand il est arrivé, quand il y a eu le match OKC-Houston. Et ça n'a pas manqué, le match où Houston perd. Il fait un énorme match, mais Houston perd. Et voilà, il y a plein de matchs aussi où Kemba Walker, quand il va à Charlotte, là vous pouvez vous imaginer aussi que le mec va forcément être performant. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça à prendre en compte. Il y a pas mal de choses à prendre en compte et pour rebondir sur tes exemples là, tu as la fois où LeBron revient à Cleveland quand il est à Miami. Mais j'ai jamais vu un joueur se faire autant insulter. Enfin, c'était un truc de dingue. Hein. Je crois que même c'était pas comparable hein, le retour de KD à OKC. Non, il était détesté ce jour-là. C'était folie. Hein. Il y avait des montages de fans de Cleveland avec des snipers et tout. C'était assez ouf comme match. Il y avait une ambiance, une tension qui était incroyable. Et paradoxalement, tu avais aussi quand il est revenu avec les Lakers, les Cavs en face, vu qu'il n'est pas parti de la même manière, si tu regardes bien, les Cavs avaient battu les Lakers, si je me plante pas, l'année dernière. Et du coup, bah voilà, il peut y avoir, faut regarder les contextes, comment les joueurs sont partis des différentes équipes, les potentielles rivalités. On pense à Drummond et comment il s'appelle, Embiid qui s'aiment pas trop. On peut penser à Westbrook et Lillard qui vont toujours se mettre sur la gueule parce qu'ils s'aiment pas trop sur le terrain, etc., etc. Et il y a plein de petits détails comme ça à prendre en compte qui va vous permettre de déterminer la motivation potentielle des joueurs, mais pensez toujours au final que un joueur est un humain. Donc essayez de vous mettre à la place des superstars notamment. C'est surtout les superstars qu'il faut connaître leur motivation, pas forcément le mec du bout du banc, hein, clairement. Non, alors il peut forcément, parce qu'un mec, même un mec du banc, je sais pas s'il s'est fait trader contre un paquet de chips et deux cacahuètes. Ouais, voilà. Il s'est fait un peu jeter par la team d'avant. Ouais, on peut imaginer que quand il sort du banc, il a envie de fracasser un peu l'équipe qu'il a tradé pour rien. On peut s'imaginer ça. Je sais pas. Est-ce que par exemple Drummond, imaginons. Alors bon, là on est dans une période où on est en plein Covid-19, on sait pas trop quand c'est que la saison va reprendre, mais on peut imaginer la saison reprend et Drummond reste aux Cavs, il active sa player option. Et il reste aux Cavs et l'année prochaine il y a un Cavs Piston. Bon, on peut s'imaginer que ce match-là, Drummond, il fasse plus qu'un joli double-double qu'il a l'habitude de faire. Quoi. Ouais, on peut s'imaginer que le mec fasse du 20-20 ou un truc dans le genre, avec 3 comptes, etc. Quoi. Donc ça peut aider déjà dans vos choix de player performance. Ça peut vous aider aussi dans les choix des bets que vous pouvez prendre. Et pensez une chose, mettez-vous toujours à la place d'un joueur. Moi, je suis Drummond, je t'avoue que je joue contre les Pistons, j'ai envie de les éclater. Parce qu'ils m'ont envoyé pour des cacahuètes. Ils m'ont pas prévenu, ils m'ont manqué en quelque sorte de respect. Moi, je suis Westbrook, il y a Durant qui me dit « T'inquiète, poteau, je reste. » Et puis finalement, il va aux Warriors, j'ai envie de l'éclater. Voilà. Mais t'as aussi... Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah cool, il y a machin qui est pas là, je vais jouer l'adversaire, etc. » Et finalement, ils vont se dire « Oh, la carotte, ils ont perdu. » Mais c'est parce qu'en fait,
si imaginons que Paul George et Leonard sont pas là, sont blessés, les joueurs qui vont le remplacer, c'est des joueurs qui n'ont pas de contrat garanti, on va dire, en NBA, il faut qu'ils fassent leur place. Donc, ils sont obligés de charbonner, ils sont obligés de jouer. En fait, le fait que Kawhi et Paul George soient pas là, ça les met en avant parce qu'ils vont avoir plus de minutes et donc plus de contributions, plus de production. Et donc là, se dire, c'est ma chance. Les overs peuvent péter. C'est beaucoup plus facile à prendre, on va dire mettre un over. On va reprendre l'exemple des Clippers. Si Paul George et Kawhi sont pas là, vous pouvez potentiellement prendre des overs de points et ou de rebonds ou de passes décisives en fonction de qui vous jouez sur Lou Williams ou sur l'intérieur, je vais pas l'avoir, Montrezl. Voilà, vous pouvez prendre ce genre d'over là, alors que si vous allez prendre l'équipe d'en face, je sais pas, tu peux prendre même un over Shamet par exemple. Aussi, vous pouvez prendre un over sur Landry Shamet, voilà, mais c'est plus facile de prendre un over sur quelqu'un de la team où il y a des absences plutôt qu'un over sur le mec qui joue en face de Kawhi ou de Paul George. Parce qu'en face, il va arriver le cas contraire. Perso, pendant une certaine période, je me suis souvent fait avoir là-dessus, c'est-à-dire que je misais sur l'adversaire du mec qui était absent, mais généralement, le joueur qui remplace le joueur absent n'a pas les mêmes contributions. Des fois, il est même meilleur en défense. On peut imaginer par exemple si, je sais pas, j'ai pas d'exemple à particulier, mais vous prenez par exemple un meneur qui est très offensif, genre Kyrie Irving qui défend pas trop, vous le mettez à la place d'un meneur qui défend très bien, qui va pas du tout avoir la même contribution offensivement, mais qui défend très très bien, ben ça va faire chier le meneur d'en face. Alors que ça se trouve, le meneur d'en face aurait peut-être défoncé Kyrie Irving offensivement. Donc voilà, c'est mieux pour... Si je peux donner un conseil d'un tipster tennis, mais moi, de ma propre expérience, je sais que c'est mieux de privilégier les joueurs qui sont dans la même équipe quand il y a des absences. Et on a le point contraire, parce que le thème de la vidéo, c'est comment connaître la motivation des joueurs. Et ça, franchement, c'est des conseils qui valent de l'or, les amis. Hein. Parce qu'on a perdu beaucoup de bêtes en tombant dans ce piège-là. Donc, prenez bien des notes. De l'autre côté, l'adversaire qui se dit on va jouer les Clippers, il n'y a pas Kawhi et Paul George. Ça va être on arrive en tongue, inconsciemment, bien évidemment. Ils vont se dire il n'y a pas les deux meilleurs joueurs en face, c'est humain. On n'aura pas besoin de forcer autant d'énergie, de mettre autant d'énergie pour les battre parce qu'il y a les deux meilleurs joueurs qui sont pas là. Donc baisse de motivation de leur part, et c'est pour ça aussi. Donc on a baisse de motivation d'une part pour l'équipe d'en face, et de l'autre côté, tu as les joueurs qui n'ont pas des gros contrats, qui doivent faire leurs preuves, qui vont tout donner parce que c'est leur moment. Et là, on a un écart de motivation, et c'est pour ça qu'en NBA généralement, et c'est bien plus vrai en NBA, que, il y a souvent des surprises dans ces cas-là. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette vidéo. C'est vrai que tu as parlé des joueurs qui étaient dans leur dernière année de contrat. Ça, c'est très important. Hein. Avant le début de la saison, moi perso, c'est un truc que je fais. Je regarde les gros events, je cache les causes ou quelle équipe a envie de rencontrer telle équipe par rapport au trade qu'il y a pu y avoir, etc. Mais aussi, je regarde les joueurs qui ont des dernières années de contrat. Par exemple, Drummond, on savait que cette année qui était en dernière année de contrat, je savais que Drummond cette année il serait en 15-15 de moyenne, les doigts dans le nez quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et il y a plein de mecs comme ça où vous voyez généralement ils sont dans leur dernière année de contrat. Je pense à Kemba Walker l'an dernier, il a fait une saison de malade avec Charlotte. Il y avait un exemple, c'était J.R. Smith quand il était en dernière année de contrat, des joueurs comme ça, comment il s'appelle, Nick Young, quand ils étaient en fin de dernière année de contrat là, ils donnaient tout, ils faisaient des grosses saisons pour qu'après ils faisaient des offres derrière et qu'il y ait des gros contrats à signer. Donc généralement, dernière année de contrat, le joueur, tu peux être sûr que le gars il va être motivé parce qu'il va vouloir toucher son chèque et son contrat l'année prochaine. Donc voilà, et puis pour terminer avec cette vidéo, il y a aussi le fameux côté, comment dire, people quoi, avec James Harden qui quand il va sur les gros marchés, les grosses villes, je te laisse comment dire continuer. Eh bien, il est un peu moins performant. Pourquoi, Rémi? En gros, il y a une étude qui est sortie et à chaque fois qu'il va dans les villes ou des grosses villes, hein, donc des villes à gros marchés où il y a des street clubs.
où il y a beaucoup de street clubs, où il y a beaucoup de voilà d'endroits branchés, on va dire, Bon. et ben Harden se met à faire moins que sa moyenne de base. C'est une étude qui est relative sur X matchs, mais c'est quelque chose qui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va à Memphis, il est plus fort que quand il va à Atlanta. Parce qu'à Atlanta, il y a énormément de strip clubs, par exemple. Bon, est-ce que on n'est pas là à analyser forcément le nombre de street clubs qu'il y a dans les villes aux États-Unis? On n'en est pas là. Mais c'est vrai qu'il est important aussi de se renseigner sur le contexte global quand un joueur arrive dans une ville. Et c'est ça qui est paradoxal, parce que on pense tout de suite Los Angeles, New York, Miami, etc. où là il y a aussi beaucoup de strip clubs. Mais c'est aussi des grosses équipes, des gros marchés, des endroits où il faut aussi performer. On l'a dit tout à l'heure, James Harden, quand il va à New York, c'est 50 points. Quand il a été à Miami, ils se sont fait éclater. Il a marqué je ne sais plus combien de points aussi. Il a marqué une soixantaine ou cinquantaine. Et pourtant, il y a des strip clubs aussi. Mais là, on parle Atlanta, on parle d'une ville où il y a plein de strip clubs. Et en plus, l'équipe, elle n'est pas tellement folle. Et c'est pas non plus un gros marché, entre guillemets. Et du coup, la motivation pour performer à Atlanta est pas top. Donc, il dit, bon, allez, let's go, je vais au strip club. Apparemment, ça aurait été Lou Williams qui lui aurait donné toutes les adresses. Lou Williams a filé les adresses à Kawhi. Alors, voilà, Kawhi aussi. Mais bon, voilà, ça c'était la petite partie un peu blague qu'on prend pas forcément en compte à la lettre quand même. Mais voilà, je pense qu'on vous a donné pas mal de conseils dans cette vidéo pour connaître un peu les différentes motivations que vous pouvez de toute façon aussi adapter dans vos différents sports. Je pense qu'il y a quand même quelques similitudes, notamment au niveau des calendriers. Je pense que au tennis, par exemple, quand tu as un petit tournoi, voilà, après un gros tournoi, ça peut baisser en motivation. Le petit tournoi avant un grand chelem, on va dire, tu es peut-être plus impliqué qu'après, tu vois, parce que c'est l'échauffement, tu vois ce que je veux dire, etc., etc. Mais ça, on pourra l'aborder dans une autre vidéo, comment détecter la motivation au tennis. Voilà les amis, si vous avez kiffé la vidéo, gros pouce bleu, n'hésitez pas à nous donner vos idées en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo de la série Time Out les amis. Salut à tous. Ciao ciao.